Un soir sur la Terre, quelque part en Occident. Un groupe d'amis et leurs satellites, on grignote, on boit. La petite messe sociale dite de l'apéro est célébrée. Et, dans le brouhaha des conversations, une voix s'élève qui couvre les autres. « Septembre, attends, mais t'es vierge ! J'en étais sûr, t'es tellement vierge !» Et c'est parti pour le grand jeu de « Et toi, t'es quoi comme signe ?» Oh, je suis certain que t'es Sagittaire. Mais non, t'as tout du Scorpion. Oh, toi, t'es un fonceur, c'est sûr, t'es Taureau. On affirme le signe de l'autre et si on se trompe, on cherche du côté de l'ascendant. Qui, parmi vous, n'a jamais vécu un moment à peu près identique dans une soirée ? C'est comme ça, il y a un consensus social qui nous dit « c'est sympa de parler d'astrologie ». Ok, mais vous, y croyez-vous ? Podcast Story. Nous sommes au XXIe siècle. Toutes nos croyances, sauf une, sont passées par le tamis de la science. On sait depuis l'Antiquité que la Terre n'est pas plate. En moins 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate et la médecine. En moins 300, la géométrie. Copernic et Galilée prouvent l'hypothèse de l'héliocentrisme, à savoir que la Terre bouge, qu'elle tourne même autour du Soleil et non l'inverse. Au XVIIe siècle, on réalise qu'il y a un univers dans lequel existent d'autres planètes. Au même siècle, on calcule la vitesse de la lumière. Au XVIIIe siècle, on se lance à la conquête du ciel avec les montgolfières. Au XIXe, on étudie l'anatomie, on invente les trains à vapeur, Darwin impose sa théorie des espèces. Au même siècle arrive la dynamo, le phonographe, les ampoules, le vaccin, les rayons X. Au XXe siècle, la fission de l'uranium, la bombe atomique, la théorie du Big Bang, la mécanique quantique, l'ADN et le clonage. En 1957, le satellite Spoutnik est envoyé dans l'espace. En 1961, un chimpanzé part pour un vol orbital. La même année, Youri Gagarin voyage dans l'espace à bord d'une fusée et le 20 juillet 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune. Et j'en passe et des wagons. La liste est longue, jusqu'à l'invention de l'ordinateur et du smartphone sur lequel vous m'écoutez sans doute. Tant de découvertes qui ont sorti l'humanité de l'obscurantisme. Et pourtant, de l'Antiquité à nos jours, s'il existe un domaine qui n'a pas évolué, pas beaucoup en tout cas, c'est bien l'astrologie. Bon, nous allons un peu vite, nous avons quand même une histoire avec un développement. Mais disons que l'astrologie est passée à travers les mailles de la rationalité. Elle est restée figée dans les âges et peut-être jusqu'à la fin des temps. L'homme s'est détaché de la croyance pour aller vers la science, mais l'astrologie, tout obscure qu'elle est, voire fictive, on n'y touche pas, ça passe. Tout commence avec les Babyloniens, 2000 ans avant notre ère. Nous sommes en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie actuelle. Les hommes lèvent la tête, ils voient le ciel, le soleil qui réchauffe, qui éclaire, la lune qui change au fil des nuits et qui reprend sa forme initiale, invariablement. Ils reconnaissent des étoiles qui ne changent pas de position, et tout cela est bien mystérieux. Or, l'être humain a besoin de savoir. Il a besoin d'établir des liens parce que le hasard dépourvu de sens est une idée insupportable. Alors il suppose que les astres exercent une influence sur la Terre. Après tout, ils sont au-dessus, ils dominent. De là à en faire des dieux, il n'y a qu'un pas. Au début, les astres sont une source de connaissances. Grâce à leur observation, nous créons la mesure du temps, avec des heures, des jours, des saisons, des mois. Mais comment expliquer les mouvements célestes ? Les Babyloniens ne savent pas. Alors ils imaginent que ces mouvements sont une forme de communication divine. On a retrouvé des tablettes d'argile rédigées par les astronomes de l'époque. On sait donc qu'en 419 avant notre ère, le système du zodiaque que nous connaissons actuellement était déjà établi. Voici comment ils l'ont créé. Vous allez voir, c'est assez simple. Il faut quand même suivre. Ils ont observé que le Soleil se déplaçait selon un cycle régulier qu'ils ont défini comme étant une année. Bon, en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, on le sait aujourd'hui, et qui provoque cet effet, mais peu importe. Ce trajet a permis de dessiner une ligne sur la surface de la voûte céleste, l'écliptique.
une ligne qui correspond au trajet de la Terre autour du Soleil. Ensuite, ils ont découpé cette ligne en 12 quartiers. Pourquoi 12 ? Tout simplement parce que 12 est un multiple de 3, et 3 c'est un chiffre qu'on utilise beaucoup à cette époque, on le trouve pratique, on le trouve élégant. Vous suivez jusqu'ici ? On a donc une ligne tracée dans le ciel autour de la Terre, et cette ligne est découpée en 12 parties. On détermine que chaque partie est un mois de l'année, et le cycle complet nous fait une année. Dans chacune des 12 parties, les Babyloniens s'intéressent aux amas d'étoiles les plus proches, enfin ceux qu'ils peuvent voir, ceux qui brillent le plus donc, les constellations. Et ils définissent une constellation en particulier pour chacune des 12 parties. Les 12 parties sont nommées selon la constellation qui s'y trouve et d'après la forme qu'elle évoque. En -419, on voyait déjà les Jumeaux, le Crabe, le Lion, la Balance, le Capricorne. Le mot zodiaque viendra plus tard, il viendra des Grecs, il signifie les petits animaux, parce que la majorité des signes représentent des formes animales. Pour résumer, les Babyloniens ont trouvé un système pour relier les saisons, les constellations et les planètes. Et ça marche si bien que l'idée voyage. Elle inonde le bassin méditerranéen, elle parvient aux Égyptiens, aux Arabes, aux Grecs, puis aux Romains. Et vient le symbolisme. On se fie à ce que l'on connaît, alors on attribue aux planètes des caractères humains. C'est ainsi que Mars est la guerre, Vénus l'amour et la beauté, etc. Les Grecs trouvent ce mot qui sera adopté par les Romains, astrologie, c'est-à-dire le discours des astres. Charmant, n'est-ce pas ? Maintenant qu'on a un système, il faut tisser un réseau d'interprétation. Les planètes se déplacent. Elles entrent dans les signes, donc dans une des 12 parties, ça veut dire quelque chose. On imagine alors que les planètes influencent les signes du zodiaque, et donc influencent la vie sur Terre. Et on pense à croiser plusieurs informations concernant un événement, un pays ou une personne, la position des astres au moment de sa naissance, l'heure, le jour, le mois, sa position géographique sur la planète, et on invente l'ascendant, et dans les grandes lignes, tout est là. La technique des prédictions astrologiques est créée. Le savoir est d'abord consacré aux érudits. On réalise des horoscopes pour établir les grands événements de l'année, mais aussi des prédictions. On se penche sur l'état de la société, du pays, le règne de ceux qui gouvernent, les récoltes, les guerres. Au IIe siècle de notre ère, à Alexandrie, naît une grande figure de l'astronomie et de l'astrologie. Il s'agit de Ptolémée. Il nous lègue le document le plus complet sur les débuts de l'astronomie en travaillant sur les découvertes et les inventions de ses prédécesseurs. Les astrologues possèdent désormais une Bible. Ils peuvent s'y fier pour broder leur propre discours, leur interprétation personnelle du mouvement des astres. Depuis, le système n'évolue plus. Rien, plus d'avancée. Au Moyen-Âge, l'astrologie penche du côté de la divination. C'est l'époque des grandes guerres de religion et on cherche les secrets détenus par les astres comme une arme. Et l'astrologie est devenue un outil. Même les médecins croisent la théorie des humeurs avec le déplacement des planètes pour établir leur diagnostic. Dans les cours, les rois ont des astrologues qui leur murmurent des conseils politiques. Au XVIe siècle, par exemple, Catherine de Médicis a mauvaise réputation. On la surnomme la Reine Noire car elle se fie aux prédictions d'un dénommé Nostradamus. On dit qu'elle se sert de l'astrologie pour nourrir ses complots. Un commerce avec le diable, en somme. Au milieu du XVIe siècle, les savants sondent les profondeurs de l'espace. On sait désormais que les planètes ne sont pas réellement entourées par les constellations. Ce n'était qu'une impression, un effet visuel depuis la Terre. En réalité, les planètes et les constellations ne sont pas du tout au même niveau dans l'espace. Ce qui veut dire qu'elles n'entrent pas dans les signes comme on le pensait à l'Antiquité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le système de l'astrologie s'écroule. Ou du moins, il devrait s'écrouler. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Le temps des grandes découvertes est venu et c'est la fin d'une ère. Ce n'est pas la fin de l'astrologie, mais désormais, on va séparer la croyance de la science, l'astrologie de l'astronomie. La modernité relègue l'astrologie au rang de parascience. Ironiquement, on pourrait dire que l'astrologie rétrograde.
Les prédictions sur l'avenir glissent d'un intérêt d'État à un intérêt individuel. La pratique devient un business. On s'attache à la description des personnalités et à l'influence de notre signe sur notre vie, sur nos décisions. Dès lors, un soupçon de charlatanisme commence à planer. Au XVIIe siècle, il y a déjà les pour et les contre. L'astrologie passionne, et à la naissance du roi Louis XIV, on réalise même son thème astral. Au XIXe siècle, l'astrologie trouve son sexe. Les femmes sont supposées avoir des connaissances secrètes. Elles sont reliées au grand mystère de la vie. Elles enfantent et elles ont des menstruations en lien plus ou moins direct avec la lune. Il flotte en elles une énigme. Elles sont forcément au moins un peu sorcières. C'est la grande entrée de la voyante telle que nous la connaissons aujourd'hui, Madame Irma. Dans une roulotte ou dans un cabinet donnant sur une cour sombre, elle reçoit ses clients. Les hommes se cachent pour entrer. Les murs de son antre sont couverts de tissus lourds et moirés qui feutrent les bruits du monde. Près d'elle, la flamme d'une bougie frémit. Dans l'imaginaire collectif, elle a du col autour des yeux, elle est brune ou alors elle a des cheveux blancs, elle porte un châle bariolé sur les épaules. On la consulte comme on consultait les oracles au temps des Vikings. On ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Tremblant, on lui pose une question. Vais-je enfin rencontrer l'amour? Mon ex va-t-il revenir? Pourrais-je avoir des enfants? Quand serai-je riche? On redoute autant qu'on désire ces réponses. La femme lit les cartes du ciel, scrute notre thème astral. Une entité invisible semble lui souffler les grandes lignes de notre destin. Je vois un futur brillant inondé de lumière, un homme dans votre entourage, je vois des enfants, j'en vois 3, je vois l'argent, ça va prendre du temps, mais vous connaîtrez l'abondance, je vois une très longue vie heureuse et comblée à tous les niveaux. La voyante voit tout ce que nous voulons entendre. Vous allez peut-être vous récrier et dire que vous n'avez jamais, au grand jamais, consulté de voyant. Pourtant, 41% des Français auraient au moins une fois consulté un voyant ou un médium. 100 000 spécialistes exerceraient dans le pays. Ils doivent bien répondre à une demande. Évidemment, tous ne reçoivent pas dans une roulotte. Aujourd'hui, on se rend sur des sites et des applis dédiés. On n'a même plus besoin de se déplacer. Un prénom, une date de naissance et le voyant peut lire dans les ténèbres du destin. Pour une consultation, comptez entre 50 et 120 € tout de même. Les voyants sont un peu les médecins de l'âme. Ils écoutent, ils conseillent, ils font du bien. Parfois, car certains profitent de la détresse d'une personne pour lui soutirer des sommes faramineuses. Les autres, les incrédules qui ne passent pas le cap de la voyance, se rabattent tout de même sur l'horoscope. Je vous défie de ne pas lorgner sur ce petit paragraphe qui semble vous être destiné et qui décrit mot pour mot vos états d'âme, vos craintes et vos joies. Accoudé au comptoir du bistrot, vous avalez un café en vitesse. Vous pensez à la longue journée qui commence, le travail, les rendez-vous, les dettes. Le journal Aujourd'hui en France est posé à côté, là, sur le comptoir. Vous le prenez, vous regardez le titre et avant même de lire les nouvelles du monde, les guerres, les catastrophes ou le sport, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous retournez le journal et sur la dernière page, vous lisez comme tout le monde la colonne sur la droite, l'horoscope. Vierge, amour. Si vous êtes en couple, dites à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Célibataire, les astres vous incitent à la prudence. Travail, soyez curieux et ouvert à la transition. Santé, attention au froid, couvrez-vous. Des paroles de bon sens, une petite philosophie agréable, un genre de fortune cookie. Comment ne pas y trouver son compte? Selon l'Association française pour l'information scientifique, sur un plan donc purement scientifique, l'astrologie n'est pas valide. Aïe. Il n'empêche que 40% des Français se disent convaincus par sa réalité. Dans ce cas, 60% d'entre nous n'y croient pas. Mais faites une petite expérience. Essayez de dire en public que vous n'y croyez pas. Vous passerez pour un rabat-joie. Pourquoi? Parce que tout le monde joue le jeu. L'astrologie n'a même jamais été aussi populaire. C'est devenu un trend, une mode. Les réseaux sociaux regorgent de mèmes présentant les caractéristiques de chaque signe. Les marques proposent des looks à adopter en fonction de votre signe.
Pourquoi cet engouement ? Pourquoi faisons-nous semblant de croire en l'astrologie ? Déjà, on peut lui reconnaître quelque chose. C'est un des rares sujets qui ne fâche pas, au même titre que la pluie et le beau temps. Et puis, c'est peut-être un reste des contes de fées de notre enfance. À l'âge adulte, quand la vie devient difficile et différente de ce dont on rêvait, il nous faut une idée rassurante qui nous tienne au chaud. Alors on joue à croire, comme les enfants qui utilisent ce temps génial de la conjugaison française. Vous connaissez l'imparfait ludique ? On disait que les planètes, elles avaient une influence sur nous et qu'il y avait une discipline pour étudier tout ça et ça s'appelait le discours des astres. On disait qu'on aurait toutes les réponses aux questions difficiles et que ces réponses seraient douces, enrobées dans des images, enrobées dans du miel. On disait qu'après tout, ça ne faisait de mal à personne d'être de temps en temps très, très crédule. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.